Bienvenue à tous, c'est l'heure de l'information sur RTI 1. Merci d'être des nôtres. Dans les titres ce soir, le comité de pilotage de l'initiative Cacao et Forêt tient sa 7e réunion. Il s'agit pour cette plateforme conjointe de la Côte d'Ivoire et du Ghana de travailler à l'élimination de la déforestation et d'encourager de nouvelles pratiques. Le bilan est dressé pour l'exercice 2022-2024. Le gouvernement est solidaire des familles endeuillées par les inondations à San Pedro. Suite aux pluies diluviennes, 4 personnes ont trouvé la mort. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté est allée apporter la compassion et le réconfort du gouvernement aux familles touchées. En économie, quel est le rôle concrètement de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine? À quoi doivent s'attendre réellement les entreprises ivoiriennes et africaines avec la ZLECAf? Et quel est aujourd'hui son niveau d'implémentation? Zoom dans le dossier EcoPlus sur la ZLECAf. Et on termine en France, les candidatures pour le second tour des législatives sont closes. Les candidats ont dû s'exprimer pour acter leur maintien ou leur retrait. Bonsoir à tous. La 7e réunion du comité de pilotage de l'initiative Cacao et Forêt dresse le bilan 2022-2024 et les perspectives. Il s'agit d'une plateforme conjointe de la Côte d'Ivoire et du Ghana qui œuvre à l'élimination de la déforestation et l'encouragement de nouvelles pratiques agricoles, entre autres l'agroforesterie pour préserver nos forêts. Le reportage de Franco Adio et Tatiana Bonou. Faire le point des résolutions des derniers comités de pilotage de l'initiative Cacao Forêt ICF en mettant l'accent sur la période 2022-2024, mais aussi le suivi de la déforestation liée au cacao sans oublier les actions prioritaires pour la période 2024-2025. C'est en filigrane l'agenda de cette 7e réunion du comité de pilotage de l'ICF, phase 2, présidée par le ministre des Eaux et Forêts au nom du gouvernement ivoirien. Des acquis tels l'implication des populations et des différents acteurs de toute la chaîne de production, sans oublier la mise en valeur d'aires cultivables et la redynamisation de certaines surfaces en paysages exploitables. Tout est passé au peigne fin et les échanges entre secteurs privés et publics sont enrichissants, de quoi dynamiser l'orientation de l'action. Je vous exhorte donc à maintenir et à rendre plus dynamique la plateforme que constitue l'ICF afin qu'elle continue à servir de cadre de dialogue entre les principales parties prenantes sur les thématiques clés de la durabilité du cacao. Ces thématiques incluent notamment la lutte contre la déforestation et des sujets d'actualité tels que l'agroforesterie, la traçabilité, le système de suivi satellitaire des forêts. La Fondation mondiale pour le cacao et l'ensemble des partenaires, aux côtés donc de la Côte d'Ivoire, dans ce combat conjoint avec la République ghanéenne en faveur d'un cacao durable à même d'intégrer, entre autres, les nouvelles réglementations de l'Union européenne sur la déforestation importée. Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique communique sur un cas de pollution du fleuve Cavali et de ses affluents. Le communiqué est lu par Jean-Marc Djadji. Les 24 et 29 juin 2024 derniers, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a été saisi d'un cas de pollution du fleuve Cavali et de ses affluents occasionnant des vomissements et des maux de tête des populations riveraines s'étant abreuvées à ses sources ainsi qu'une mortalité massive de poissons. Aussitôt saisie, une équipe conjointe composée du Centre ivoirien antipollution SIAPOL et du laboratoire de l'Université de Mans a été dépêchée sur les lieux pour apprécier et déterminer les causes de cette situation. Il ressort des premiers résultats d'analyse que ces sources ont été polluées à la suite de la rupture de valve d'un pipeline transportant l'eau boueuse, cyanurée de décantation au parc à résidus de l'entreprise exploitant la mine d'or d'Iti dans le département de Zouaounien. Cette rupture a causé un écoulement qui a atteint une rivière adjacente au parc à résidus de la mine
et a abouti au fleuve Cavali à travers le canal artificiel d'évacuation des eaux pluviales. Une mise en demeure de cessation de pollution a été immédiatement servie à l'entreprise, incriminée, et en accord avec les autorités préfectorales, les populations ont été sensibilisées à ne pas consommer les eaux polluées. À ce jour, la source de pollution a été maîtrisée par la société minière qui s'est engagée dans un bref délai à approvisionner les populations riveraines en eau potable en attendant la dépollution totale des eaux qui est en cours. Il convient de relever fort heureusement qu'à ce jour, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique exprime la solidarité du gouvernement aux habitants des zones sinistrées et les rassure que toutes les mesures seront mises en œuvre pour minimiser les effets de cet accident regrettable. Il les invite à s'abstenir de consommer les eaux, les animaux et végétaux contaminés et à se rendre immédiatement dans un centre de santé en cas de symptômes tels que des vomissements ou des maux de tête. Le gouvernement de Côte d'Ivoire se tient aux côtés des familles endeuillées par les inondations à San Pedro. Suite aux dernières fortes pluies, près de 100 familles ont été prises au piège par la montée des eaux. Et selon le dernier bilan, 4 personnes ont trouvé la mort, avec une personne portée disparue. Sam Konan. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, aux côtés des familles endeuillées et des déplacés, du fait des inondations qu'a connues la ville de San Pedro la semaine dernière, faisant 4 morts et de nombreux déplacés. Après avoir rendu visite aux 36 ménages relogés dans les différents sites d'accueil, Miss Belmondo Dogo s'est rendue dans la cour de la préfecture pour faire un don en vivres et non-vivres aux 150 familles déplacées. Merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Merci au Premier ministre et à son gouvernement. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour dénoncer les remblais illicites, sans aucune étude d'impact environnemental et social. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté appelle pour sa part les populations à adopter de nouvelles habitudes pour éviter les cas de décès lors de la saison des pluies. Au nom du président de la République, Yako, pour ce que vous vivez depuis le 26 juin, chers parents de San Pedro, les bas-fonds sont faits pour des cultures et non pour des habitations. Et lorsqu'on remblait, on défie la nature. Je vous invite à quitter ces zones à risque pour votre vie et surtout pour les enfants. Le don fait par Miss Belmondo Dogo aux familles sinistrées est composé de 3,5 tonnes de riz, de 150 nattes, de 25 cartons d'huile, de 25 cartons de savon, de 20 cartons de tomates et de la somme d'1 million de francs CFA. On parle maintenant de développement durable. La journée du secteur privé réunit les acteurs des secteurs publics, privés et les partenaires financiers. Avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, il est question de la contribution de ces entreprises au financement du développement du pays. Juliette Wea. Le privé, moteur de la croissance économique de la Côte d'Ivoire. C'est sur ce secteur que repose le développement social, les soins de santé et systèmes de sécurité sociale. Le gouvernement confère un rôle prépondérant au secteur privé dans la transformation structurelle de l'économie et la mobilisation des ressources pour son plan national de développement 2021-2025. La croissance a été tirée principalement par le maintien d'un investissement public important et d'une forte contribution du secteur privé avec un taux d'investissement privé passant de 8,1% en 2012 à environ 20% en 2023. Pour renforcer l'interaction entre les secteurs publics, privés et autres partenaires techniques, il faut mobiliser les financements nécessaires au développement durable du pays. C'est l'objectif de la 2e édition de la journée du secteur privé. Le patronat ivoirien est prêt à travailler main dans la main avec le gouvernement, les PTF et les autres parties prenantes pour identifier des solutions concrètes et innovantes nécessaires pour mobiliser les ressources dont nous avons besoin. Et pourquoi pas arrêter une stratégie de maximisation des opportunités d'accès au financement vert. Je souhaite que cette initiative puisse perdurer
afin de permettre au secteur privé et public, aux différents partenaires, de se rencontrer et échanger sur les défis majeurs pour un secteur privé plus performant. Au menu de la journée du secteur privé, édition 2024, les échanges, travaux et autres panels. On parle aussi de développement durable et d'opportunités économiques dans le dossier EcoPlus de ce soir. La croissance du marché africain, son attractivité sont les principaux objectifs visés par le projet de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Et cela a été évoqué lors du dernier forum international Afrique Développement à Casablanca au Maroc. De retour de ce forum, à quoi doivent réellement s'attendre les entreprises ivoiriennes et africaines, conformément donc à la ZLECAf? Quel est aujourd'hui le niveau d'implémentation de cette nouvelle route de commerce interafricain? Jean-Luc Bangbo tente de répondre à ces questions dans le dossier économie de ce journal. Durant 48 heures, Casablanca, la capitale économique marocaine, s'est érigée en capitale des B2B. Des hommes d'affaires venus des 4 coins du continent pour le Forum international Afrique Développement ont pris d'assaut couloirs et salles spécialement aménagées du Yacht Regency Hotel pour nouer ou renforcer leur business. Ici, on parle affaires. En Afrique, entre Africains. Cette philosophie de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf a été le fil rouge de cette 7e édition du FIAD. L'édification puis l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, qui contribuera non seulement à propulser les échanges sud-sud, mais également à donner à l'Afrique un poids bien plus consistant dans les rapports économiques mondiaux. La ZLECAf, on en parle dans tous les forats, entre décideurs politiques, entre hommes d'affaires du continent et même en dehors. Tous sont unanimes. Il s'agit d'une opportunité pour l'Afrique de rattraper son retard économique sur le reste du monde. On a besoin de vous pour aller encore plus fort, encore plus loin, pour offrir à nos jeunes l'avenir qu'ils méritent. Il est entre vos mains, osez, aller plus loin. Ici, on investit, mais on investit vraiment. On investit avec cœur, on investit avec ambition, on investit sans complexe et on investit pour aujourd'hui l'Afrique prenne la place qu'elle mérite. Aussi, pour émuler entre entreprises africaines et permettre une mise en œuvre réussie de la ZLECAf, le concours actif des agences locales de développement est vital. Notre nouvelle frontière, c'est la ZLECAf. C'est vraiment ça notre but. Donc la Côte d'Ivoire, on veut travailler sur justement une politique nationale d'investissement qui va être alignée sur le protocole d'investissement qui est défini par la ZLECAf. Et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est pas forcément de faire des relations bilatérales, mais c'est de créer ces joint ventures pour vraiment attaquer ces nouveaux marchés où en fait les frontières sont ouvertes. Selon un rapport d'évaluation réalisé en 2021 par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et le Centre d'information et de recherche sur l'économie mondiale, la valeur des échanges intra-africains, qui était de 100 milliards de dollars en 2020, connaîtra avec la ZLECAf un accroissement de 400% en 2045. Sur la même période, la production de l'agroalimentaire devrait croître grâce au commerce intra-africain de 41%. Les biens et services connaîtraient une hausse de 39%, tout comme le secteur industrie. Aujourd'hui, ce sont 47 pays qui ont ratifié l'accord de libre-échange dans le cadre de la ZLECAf, mais seulement 12 d'entre eux s'échangent pour le moment des produits. La Côte d'Ivoire est en embuscade. Si nous, on n'est pas là, les autres vont prendre la place. Donc on se prépare déjà en Côte d'Ivoire à vraiment commencer à faire du trade avec l'Afrique du Sud, à faire du trade avec le Congo, prendre l'Angola et puis à essayer d'aller... Donc on est en train de regarder sur les groupes, les groupes de l'Afrique de l'Ouest, donc la CEDEAO, la CEMAC, comment est-ce qu'on se parle ensemble. En éliminant les barrières tarifaires et non tarifaires, la zone de libre-échange ouvre les bras aux investisseurs de tout le continent. Une opportunité que les hommes d'affaires ivoiriens veulent bien saisir. On a 6% de croissance annuelle, ce qui est extraordinaire pour cette zone géographique. La Côte d'Ivoire est apaisée, la Côte d'Ivoire attire du monde, il y a des investissements qui se font, on a des infrastructures qui se construisent. Encore, il faudrait évidemment qu'on continue à réformer nos systèmes de telle sorte à ce que plus d'investisseurs s'intéressent à l'ensemble des secteurs que notre pays nous propose.
Et cette zone-là va nous permettre de briser les barrières douanières, ce qui va nous permettre même de nous installer un peu partout, de faire vraiment des échanges entre les pays de l'Afrique. Ce qui est un gros gain pour nous, d'abord qui sommes ivoiriens et pour les autres aussi. Tout le monde en profite, c'est la baisse de l'inflation, puisqu'il n'y aura plus de barrières douanières pour pouvoir importer d'un pays à l'autre. Toutefois, si cette zone de libre-échange a le potentiel de transformer les échanges commerciaux intra-africains, ces avantages attendus ne s'obtiendront pas automatiquement. Dans l'économie, on va dire, le commerce n'a pas véritablement commencé pour la Côte d'Ivoire parce que nos frontières sont encore fermées. Mais ce qui a changé, on va dire, c'est la préparation du secteur privé qui a pris vraiment le devant pour mettre une stratégie en place, qui a pris des précautions pour augmenter sa compétitivité. Ce que nous attendons, c'est que aussi que les aspects politiques de la question, notamment en ce qui concerne la libre circulation des populations, la libre circulation des biens et des services, effectivement, puisse être une réalité. Et donc, du coup, c'est nos fortes attentes en ce sens que nous-mêmes, d'un point de vue business, évidemment, nous avons tout à gagner lorsque nos économies sont totalement intégrées. D'ailleurs, nous souhaiterons que les politiques aillent un peu plus vite par rapport à ce chantier-là. Ce n'est que lorsque les règles d'origine, les listes de concessions tarifaires et les listes d'engagement en matière de services auront été officiellement finalisées que les États partis pourront effectivement procéder à des échanges commerciaux dans les conditions préférentielles convenues. Comme quoi, la balle est désormais dans le camp des pays africains s'ils veulent réduire leur dépendance commerciale actuelle vis-à-vis de leurs partenaires extérieurs. Un dossier EcoPlus consacré à la zone de libre-échange continentale africaine, ses objectifs et challenges. Dans la filière bétail-viande, le cadre réglementaire et institutionnel de l'interprofession est en cours de formalisation. La direction des organisations professionnelles de l'appui au financement du ministère des Ressources animales et halieutiques travaille sur le sujet. Le reportage de Jean-Yves Zadi et Soro Corona. Renforcer les capacités des acteurs de la filière bétail-viande sur la gestion d'une organisation interprofessionnelle, telle est la vision de la direction des organisations professionnelles de l'appui au financement du ministère des Ressources animales et halieutiques. Il s'agit au cours de cette rencontre de sensibiliser et d'informer les acteurs sur le cadre juridique et institutionnel, sur le processus de reconnaissance et de recherche dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle agricole, d'instruire les responsables sur le rôle de l'interprofession et la responsabilité des représentants qui la composent. On est dans le processus de mise en place de l'organisation interprofessionnelle de la filière bétail-viande, pour que chaque acteur et chaque organisation puisse savoir s'imprégner de ce que c'est qu'une organisation interprofessionnelle. Comment elle se constitue, comment on la gère, et pour qu'on la gère, quelles sont les opportunités, les avantages donc d'être en organisation interprofessionnelle. Une initiative bien appréciée par les participants. Nous mettre en interprofession, c'est une joie pour nous parce qu'on pourra mettre effectivement en place et faire sur la politique, la PONADEPA qu'a mise en place le ministre Sidi Touré, et puis aussi toutes les actions qu'on pourrait mettre aussi bien dans les chaînes de la commercialisation que de la transformation. Le représentant du ministre des Ressources animales et halieutiques invite les acteurs à s'approprier cet atelier qui va leur permettre d'être structurés et d'avoir une crédibilité auprès des structures étatiques et des organisations internationales. Au niveau de la filière bétail-viande, la majorité des acteurs ne sont pas au fait de se constituer en organisation professionnelle. Donc il est important qu'ils puissent comprendre les avantages de se structurer, de pouvoir rassembler le maximum d'éleveurs pour pouvoir créer cette interprofession pour qu'il y ait une certaine crédibilité. Cet atelier de renforcement de capacité a connu la participation de plusieurs organisations professionnelles issues des groupements coopératifs de la filière bétail-viande, du cabinet et des directions centrales du ministère des Ressources animales et halieutiques. Dans l'enseignement technique, les épreuves écrites des examens de la formation professionnelle session 2024 ont démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Ce sont plus de 23 000 candidats qui composent dans 86 centres d'examen en vue de valider leur diplôme, certificat d'aptitude professionnelle, CAP, brevet d'études professionnelles BEP, les brevets de techniciens et professionnels BT et BP. Jean-Marc Djadji. Le calme règne au lycée professionnel et commercial de Cocody, ex-CBCG. Cet établissement fait partie des 86 centres d'examen sélectionnés
pour les épreuves écrites des examens de la formation professionnelle, session 2024. Aux portes de ce centre, contrôle strict des candidats avant le démarrage officiel. À 7 h du matin, examinateurs et candidats rejoignent les différentes salles de composition. Les services du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, à travers la direction des examens et concours, sont au four et au moulin. À 8 h, le décor est planté pour le démarrage des compositions. La technique d'expression française est la première étape pour les candidats sous la supervision de leurs surveillants. Je les trouve abordables. Ça peut aller. Je suis très positive. Je crois que pour l'heure, il n'y a rien à dire, tout se passe bien. Les élèves eux-mêmes doivent se dire qu'ils viennent vous faire du mieux parce qu'ils voient pour leur avenir. Ce sont 23 822 candidats, dont 47,96% de garçons et 52,03% de filles, qui composent sur toute l'étendue du territoire national pour les diplômes du CAP, BEP, BT et BP. Le ministère de tutelle rassure et encourage les candidats. C'est des gens qui sont formés au métier. Mais quand on vous forme au métier, vous avez l'envie de maîtriser votre métier pour avoir des prestations sur le terrain. Mais si vous n'êtes pas un bon praticien, personne ne viendra vers vous. Donc, ils ont intérêt à se faire confiance et à montrer tout leur talent pour dire qu'ils maîtrisent leur métier. On a au terme d'une année scolaire assez riche et je pense que nous avons lancé plusieurs réformes au niveau des examens et des concours. Et donc cette année, c'est la première année justement de mise en œuvre de ces réformes. Débuté ce mardi 2 juillet, les épreuves écrites prendront fin le vendredi 5 juillet 2024. 46 jurys sont constitués pour les corrections et les délibérations. Les premiers résultats sont attendus le samedi 20 juillet 2024. Dans le domaine de la justice, le ministre Samson Kambilé distingue ses meilleurs collaborateurs. La salle des pas perdus du tribunal de première instance d'Abidjan a abrité la cérémonie de distinction. Le reportage est signé Chantal Akandan. La nouvelle cité universitaire de... Le ministre Samson Kambilé a honoré Abdraman Dao, son ancien directeur des affaires financières. Le ministre a souligné le rôle crucial que son ex-collaborateur a joué dans la mise en place de stratégies financières innovantes. En reconnaissance de ses qualités professionnelles, Abdraman Dao a reçu la médaille d'officier dans l'ordre du mérite de la justice. Cher jeune frère, ton parcours exceptionnel est marqué par ton dévouement sans faille au service de la nation. Au-delà de tes compétences techniques indéniables, tu as toujours fait preuve d'un engagement exemplaire pour l'intérêt général. Le récipiendaire a exprimé sa gratitude et sa fierté. Il a mentionné les défis relevés et les réalisations accomplies, notamment la digitalisation de la gestion des baux, qui a amélioré l'efficacité et la transparence au sein du ministère. Un grand merci à M. le garde des Sceaux qui a bien voulu m'accueillir dans son équipe. Avec lui, nous avons relevé plusieurs défis. Après avoir reçu cette haute distinction du mérite de l'ordre de la justice, je peux vous rassurer que je donnerai le meilleur de moi-même dans mon prochain ministère avec Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, relever tous les défis et être à la hauteur de la distinction que j'ai reçue ce jour. La cérémonie a également été marquée par la remise des insignes de commandeur dans l'ordre du mérite de la justice à 2 autres agents du ministère. Nous retrouver dans la vie judiciaire à être aujourd'hui récompensés après 30 ans de carrière en ne sous-estimant pas les autres années à venir, c'est l'ensemble du barreau dont je suis le porte-témoin qui est ainsi honoré et donc je me fasse personnellement pour faire place à la collectivité. Être décoré à ce niveau, c'est une reconnaissance de la nation pour le service accompli au bénéfice de notre pays. Donc je suis particulièrement heureux. Ces distinctions soulignent la contribution remarquable de ces hommes pour un système judiciaire plus efficace et équitable. Le nouveau représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR en Côte d'Ivoire a présenté ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Les 2 hommes se sont félicités de cette nouvelle page qui s'ouvre entre la Côte d'Ivoire et le HCR. Michel Digré.
C'est le tout nouveau représentant du HCR en Côte d'Ivoire de nationalité belge, Olivier Bert, a une longue expérience en Afrique au sein du HCR où il a occupé divers postes de responsabilité depuis 1997. Après le Cameroun et la République démocratique du Congo, il dépose ses valises à Abidjan, la porte d'entrée de cette nouvelle mission, le ministère des Affaires étrangères. Je viens ici de transmettre ma lettre de créance au gouvernement ivoirien à travers la personne de Monsieur le ministre, parce que je vais servir dans ce pays et 3 autres pays de la région comme représentant du commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le ministre Léon Kakouadom a par ailleurs reçu en audience Carole Flore Chmenekniak du PNUD qui, contrairement à Olivier Bert, est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Ce que je retiens, c'est que 4 ans et demi dans ce pays, c'est un pays merveilleux. On dit la Côte d'Ivoire terre d'accueil, terre d'hospitalité. Et je suis témoin justement de cet accueil chaleureux que ce peuple m'a fait, de la confiance et du soutien du gouvernement pour nous permettre de mener à bien notre mission. Et je crois qu'à la fin de ces 4 ans, je pars avec un petit pincement au cœur quand même. Au cours de ces 4 dernières années, le PNUD a appuyé la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines tels que la diplomatie économique, la coopération régionale en particulier sur la zone de libre-échange du continent africain, la ZLECAf. En politique, le mouvement engagé pour la République outille ses membres sur le fonctionnement, les textes et le règlement du RHDP. L'idée est de les amener à mieux comprendre le RHDP et mieux s'engager pour les élections présidentielles de 2025. Le reportage de Khalid Diomandi. Le mouvement engagé pour la République entend être une force de proposition pour le triomphe du RHDP aux prochaines échéances électorales. D'où l'organisation de cette formation au profit de ses membres autour du thème « Comprendre le RHDP pour mieux s'engager pour les élections présidentielles de 2025 ». Et c'est au docteur Séverin Guébissongui, directeur de cabinet adjoint du secrétaire exécutif du parti, que revient la tâche d'édifier les militants. Un militant qui ne connaît pas ou qui connaît peu son parti est un danger potentiel pour son parti. Nous avons, au cours de cette formation, réfléchi sur l'idéologie du RHDP. Nous avons ensuite un second module qui a porté sur le militant. C'est quoi le militant? La notion du militant, les droits et obligations du militant. Nous avons pensé qu'il était nécessaire de nous faire accompagner par des cadres du parti afin de former les militants. C'est pour leur permettre d'avoir les rudiments nécessaires, tous les moyens nécessaires pour pouvoir convaincre sur le terrain. Ce programme de renforcement de capacité est jugé fort enrichissant par les auditeurs. C'est une formation très édifiante. Nous avons appris les bases du militantisme justement du RHDP. Nous sortons d'ici outillés à apporter le message, à véhiculer le message du RHDP pour les futures élections de 2025. Débutée à Abidjan, cette formation sur les valeurs et le fonctionnement du RHDP s'étendra à tous les départements politiques du pays. Même démarche pour le coordonnateur principal du RHDP pour la région du Tongpi. Albert Mabri-Touakeus et ses adjoints ont organisé une réunion d'information de la coordination RHDP à l'hôtel de ville de Mans. À l'ordre du jour, la présentation de la feuille de route du parti et la mobilisation de tous les membres. Le reportage de Chris Diomandé est commenté par Léon Brou. Récemment nommé coordonnateur principal du RHDP pour le Tongpi, Albert Mabri-Touakeus et ses plus proches collaborateurs, dont le chef de cabinet du président de la République et le ministre gouverneur du district des Montagnes, face aux militants du parti dans la région. Au centre des échanges, les nouvelles dispositions pour le meilleur fonctionnement du RHDP, la feuille de route de l'équipe de coordination du parti dans le Tongpi. Il s'agit surtout pour Albert Mabri-Touakeus et son équipe de mettre leur coordination en ordre de bataille pour les prochaines opérations de terrain. Nous avons reçu notre feuille de route de la main du président du directoire et des détails ensuite ont été apportés par le secrétaire exécutif. Il nous appartenait maintenant de venir sur le terrain, informer les militants et les militantes de ces nouvelles dispositions, leur dire comment dans ce cadre-là, nous pourrons donc booster l'action
de notre parti, les RHDP, au niveau du Tonkpi. Donc ce soir, il s'agit de les informer et on leur va donner rendez-vous avec maintenant le cadre organisationnel, les feuilles de route des individus qui auront des tâches désignées à l'intérieur de la coordination. Et puis ensuite, nous allons faire le travail de terrain. Nous leur avons aussi dit qu'en attendant, il faut booster les militants et il faut commencer à préparer donc la révision de la liste électorale, notamment pour ce qui concerne ceux qui n'ont pas encore de papier ou qui ont des papiers incomplets. Cette réunion de prise de contact déjà pour les militants, le signe du repositionnement du RHDP dans le Tonkpi. Tout cela avait pour point de mire vraiment la mobilisation de la région pour l'élection du président Alassane Ouattara en 2025. Donc nous repartons satisfaits et les animateurs se sentent remobilisés. Donc nous partons directement sur le terrain. Autre sujet au cœur de cette réunion de prise de contact entre la nouvelle coordination et les militants du RHDP du Tonkpi, l'hommage prochain du district autonome des montagnes au chef de l'État. Tous ont reçu mission de mobiliser les populations. Direction le Sud Comoé où c'est le LF Festival qui a mobilisé du beau monde dans la région. Cette 8e édition a valorisé la culture des peuples du Sud Comoé avec la gastronomie, les danses traditionnelles, les courses de pirogues et autres parades. Davis Oyo nous fait découvrir ce festival en rythme et en couleur. Danse traditionnelle, parade et courses de pirogue en attraction à la 8e édition de LF Festival d'Adiaké. Tourné vers la promotion des valeurs culturelles et des atouts touristiques de la région du Sud Comoé, LF Festival attire des centaines de visiteurs à chaque édition. J'ai découvert la course de pirogue pour la toute première fois et j'ai trouvé ça extraordinaire, c'était magnifique. Porté par les députés maires d'Adiaké, ce festival réunit fils et filles, cadres et têtes couronnées de la région, autour d'un patrimoine commun, la valorisation de la culture du Sud Comoé. Le festival, faut-il le rappeler, est un prétexte pour la valorisation de la culture bétibé, aux côtés d'autres cultures pour favoriser le brassage favorable à l'enrichissement réciproque et à la promotion du vivre ensemble au-delà de nos ethnies, de nos religions et de nos chapelles politiques. Pour l'édition 2024, la région des Grands Ponts est à l'honneur. Le Kpakpadja, danse de réjouissance du peuple Adjoukro, dont les pas sont dictés au rythme des sons des tambours, est présenté aux festivaliers. Une richesse de la diversité culturelle qui séduit chefs et rois, membres du gouvernement et présidents d'institutions. Il est indéniable que le festival contribue à donner de la visibilité au département d'Adiaké et favorise l'économie du tourisme. Ce visage que vous affichez, chers fils de la région, en étant tous ici réunis à Adiaké, est le symbole d'une fraternité retrouvée. Et pour moi donc, le festival est déjà une réussite. Au nom du Premier ministre, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières invite les forces vives et cadres de la région à préserver le climat de paix et l'entente dans le Sud Comoé. En acceptant de nous enrichir mutuellement de nos différences, que nous allons grandir ensemble. Et en grandissant ensemble, nous allons faire grandir Adiaké et au-delà le Sud Comoé et toute la Côte d'Ivoire. Autre temps fort, la présentation du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations de football aux festivaliers et aux populations de la commune d'Adiaké. Dans l'actualité, en France, les candidatures pour le second tour des législatives sont closes. Les candidats ont dû s'exprimer pour acter leur maintien ou leur retrait. Depuis dimanche soir, plus de 210 candidats arrivés en 3e position et qualifiés pour les seconds tours se sont retirés. Ils ont tenté d'empêcher le Rassemblement national d'obtenir une majorité absolue. Le Front républicain espère que son objectif pourra ainsi être atteint.
Et puis, en Inde, au moins 107 personnes sont mortes écrasées par la foule lors d'un rassemblement religieux hindou pour célébrer le dieu Shiva dans la ville de Hathras, zone nord du pays. Une foule dense s'était rassemblée dans la ville pour écouter un prédicateur populaire, mais une forte tempête de poussière a suscité la panique au moment où les fidèles repartaient. L'ouverture d'une enquête a été ordonnée par les autorités, mais ce n'est pas une première. Les rassemblements religieux en Inde détiennent un triste record d'épisodes mortels. Et c'est la fin de ce journal. Retrouvez à 20h50 votre magazine Le Débat. Il est question ce soir de l'usage des réseaux sociaux. Eliane Herveau et ses invités vont évoquer les mesures prises pour leur bonne utilisation avec les dispositions de l'État pour lutter contre les dérives sur la toile. Agréable fin de soirée sur RTI 1 et je vous dis à demain.